Bonjour, alors donc je vais vous parler du bloc, surtout parler de se mettre dans le cadre du bloc digital anesthésique. Effectivement, il y a beaucoup de littérature qui a été faite dans les services d'urgence notamment. C'est un bloc qui est très fréquemment fait aux urgences. Le plus souvent, en tout cas dans la littérature, c'est sans échographie. Donc en fait, il y a très peu d'études sur le bloc digital éco-guidé. Donc on va essayer de voir les quelques études qui ont parlé de ça. Alors, donc évidemment, on va commencer par retourner vers l'anatomie. Ça, c'est mon bureau il y a quelques jours. Alors, donc, bon, ça a déjà été abordé avant, mais quand on évalue, quand on étudie l'innervation des doigts, il y a plusieurs nerfs qui vont entrer en jeu. Donc, plusieurs territoires nerveux. Donc, il y a le nerf médian. Donc, alors, quand on étudie la face palmaire, donc du côté latéral, on a plutôt le nerf médian. Du côté médial, on a plutôt le nerf ulnaire. Sachant qu'il y a comme l'a dit Davy tout à l'heure, il y a des grosses variabilités interindividuelles. Donc en fait, cette limite en réalité n'est pas aussi exacte que ce qui est représenté dans le Netter. Voilà, c'est beaucoup plus flou et beaucoup plus variable. Quand on s'intéresse à la face dorsale, donc là c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on a les dernières phalanges des doigts 1, 2, 3 et la moitié du 4 qui sont innervés par le nerf médian. Toute la partie médiale qui va être innervée par le nerf ulnaire et le reste qui va être innervé par des branches du nerf radial. Donc on voit que c'est assez compliqué et avec toutes les variations, on s'y perd un petit peu et on ne sait pas trop ce qu'il faut faire en vrai. Alors, on va revenir juste rapidement sur l'anatomie nerveuse. On va surtout voir les nerfs parce que sinon ça pourrait durer longtemps. L'anatomie nerveuse de la face palmaire pour commencer de la main et des doigts. Donc en fait, on a les deux nerfs impliqués qu'on voit arriver du côté médial, le nerf ulnaire, et du côté latéral, les divisions du nerf médian. Donc juste à l'issue du rétinaculum des fléchisseurs, le nerf médian se divise et va donner notamment des nerfs digitaux communs palmaires qui cheminent en fait dans l'espace intermétacarpien. À proximité immédiate de l'artère qui porte le même nom. Il y a aussi des nerfs digitaux communs qui proviennent du nerf ulnaire et qui, eux, donc, cheminent dans l'espace intermétacarpien du côté médial. Et ces nerfs digitaux communs palmaires vont se diviser en deux nerfs digitaux propres palmaires, se divisent pour innerver deux doigts adjacents. Quand on s'intéresse à la face dorsale, donc on a cette fois-ci du côté médial le nerf ulnaire des branches du nerf ulnaire et du côté latéral la branche superficielle du nerf radial qu'on vient de voir sous échographie. Qui vont donner également des nerfs digitaux, donc, qui sont appelés nerfs digitaux dorsaux. En fait, alors, il y a plein de représentations différentes entre les différents livres d'anatomie. Donc il y a beaucoup de variations. Des nerfs qui sont très fins, qu'on a beaucoup de difficultés à voir à l'échographie et qui vont donner des rameaux nerveux dorsaux au niveau des doigts. Alors là, on ne le voit pas bien, mais il y a un point qui est clé et qui est très important, c'est que la partie distale, donc la phalange distale et une partie de la phalange médiale est non pas innervée par les nerfs dorsaux, mais innervée par des rameaux qui viennent des nerfs digitaux palmaires. On va voir ça mieux sur la diapo d'après. Donc, en fait, voilà une coupe, enfin une vue d'un segment de profil, d'un rayon de profil. On voit donc l'os métacarpien, puis la phalange proximale, moyenne et distale. Donc, au niveau dorsal, on a donc les fins rameaux digitaux dorsaux qui vont venir innerver la face postérieure jusqu'à la fin de la première phalange ou du début de la phalange moyenne. Par contre, sur la face ventrale, on voit les nerfs digitaux propres ventraux,
donc nerfs digitaux propres ventraux, qui viennent eux jusqu'à l'extrémité des doigts et qui émettent des rayons, des petits rameaux qui viennent innerver la face dorsale de la phalange distale et une partie de la phalange moyenne. Ça veut dire que quand on fait un bloc des nerfs digitaux propres palmaires, on n'a pas tout le doigt et on a un déficit sur la face dorsale. Et si on bloque uniquement la face dorsale, on aura simplement une anesthésie postérieure qui n'intervient pas sur l'extrémité distale des doigts. Voilà, donc la limite ici. Quand on fait une coupe, qu'est-ce qu'on voit? Donc pour se rapprocher un petit peu des coupes échographiques. Quand on fait une coupe au niveau des phalanges proximales, donc on voit l'os, la phalange proximale qui est coupée, on voit le tendon et la gaine des fléchisseurs qui est sur la partie palmaire, pardon. Et on a sur la face, plutôt du côté palmaire, donc les nerfs et artères digitaux palmaires propres qui sont le plus souvent, enfin qui sont toujours l'un d'un côté de l'autre. Et à la face dorsale, on a les nerfs et les artères digitales dorsaux qu'on voit difficilement sous échographie parce que ce sont des nerfs qui sont tout petits. Bon, les artères, on arrive à les voir le plus souvent, mais par contre, les nerfs qui sont à côté, on les voit peu. Alors, on va avoir deux blocs différents pour aborder ces différents nerfs. Tout d'abord, il y a une technique qui est décrite en 90, c'est le bloc transtécal, donc qui consiste à injecter du produit d'anesthésie dans la gaine des fléchisseurs. Donc en fait, on va ponctionner vraiment au niveau médial et on va injecter à l'intérieur de la gaine des fléchisseurs. La gaine des fléchisseurs sert de guide en fait pour le produit d'anesthésie locale et va servir de conduit pour l'anesthésie des nerfs digitaux propres palmaires. Et donc on va avoir une anesthésie qui va être de l'ensemble de la face palmaire du doigt, de la phalange distale, mais il va y avoir un défect sur la partie dorsale. Le deuxième bloc qui est décrit et qui est réalisé, c'est une technique en 2 injections. On va injecter à la base en fait, de la phalange proximale. On va faire 2 injections. Chaque injection va pouvoir anesthésier à la fois le nerf digital ventral et le nerf digital dorsal. Donc voilà, donc on va faire une progression de l'aiguille qui va permettre d'anesthésier les deux contingents. Et donc avec cette technique, on va avoir une anesthésie complète du doigt. Donc l'intérêt de la première technique, c'est celle de l'utilisation de la gaine des fléchisseurs. Donc là, on a une représentation des différentes gaines. On constate qu'elle est différente en fonction des doigts. Donc quand on veut faire une anesthésie des doigts 2, 3 et 4, on va se positionner en gros à la tête des métacarpiens pour pouvoir faire l'injection. Par contre, quand on veut faire une anesthésie de la gaine des fléchisseurs au niveau du pouce ou du 5e doigt, on va devoir se positionner on peut se positionner à d'autres endroits parce que la gaine n'a pas du tout la même morphologie, sachant qu'également il y a des grosses variations entre les différentes personnes et en fonction des livres d'anatomie. Alors, donc là, les petits points bleus, ça correspond au site de ponction potentiel pour faire l'anesthésie, pour faire le bloc transtécal. Où est-ce qu'on se situe pour ces différents blocs? Donc, on revient sur le bloc transtécal. Donc, on a dit soit au niveau de la tête du métacarpien, soit au niveau de la base du doigt, au niveau du pli de flexion. Pour le bloc digital traditionnel, en fait, les urgentistes utilisent plutôt la voie postérieure parce qu'en fait, il y a moins de capteurs sensitifs du côté dorsal que du côté palmaire. Du coup, l'injection est moins sensible, est moins douloureuse du côté dorsal. Donc en fait, soit l'injection se fait au niveau de la tête des métacarpiens, soit elle se fait un petit peu plus distale au niveau de la base de la phalange proximale. Nous, on va plutôt, vu qu'on fait des blocs éco-guidés, on va plutôt passer par la face ventrale parce que ça nous permet de bien voir les nerfs digitaux ventraux.
Donc on va se positionner au niveau de la tête des métacarpiens de la face palmaire ou au niveau de la base, au niveau de la phalange proximale. Voilà, on va maintenant voir un petit peu la sono-anatomie. Donc pour la sono-anatomie, alors on commence par j'ai plusieurs échographies. Donc il y en a qui sont faites comme celle-ci avec une sonde linéaire avec une fréquence de 15 MHz pour avoir la meilleure définition, la meilleure résolution en surface. Donc en fait, on voit sur cette échographie que la sonde est placée en regard des diaphyses des os métacarpiens. Donc on voit sur l'échographe la diaphyse des os à ce niveau-là. Plus en superficiel, on va décrire les structures de plus en plus superficielles. Donc plus en superficie, on a le fascia interosseux palmaire. Ensuite, on voit les différents fléchisseurs. Donc il y a 3 groupes de fléchisseurs. À chaque fois, les fléchisseurs, il y a des fléchisseurs superficiels et des tendons fléchisseurs profonds. Et entre ces tendons fléchisseurs, il y a une masse qui est hypoéchogène, qui sont les muscles lombricaux, là qui sont représentés ici. En superficie des muscles lombricaux, on peut voir les artères digitales palmaires communes ainsi que les nerfs digitaux palmaires communs. Donc là, on peut aborder le bloc de ces nerfs à cet endroit-là. Le problème, c'est que la distance pour bloquer, c'est assez compliqué de bloquer les branches dorsales parce qu'il faut traverser les muscles interosseux, etc. Donc c'est assez compliqué. Quand on remonte au niveau de la base de la phalange proximale, donc toujours avec une sonde linéaire de 15 MHz, on reconnaît les structures donc, osseuses que sont la phalange proximale. On reconnaît le tendon fléchisseur avec sa gaine qui l'entoure. On reconnaît de chaque côté les artères digitales palmaires qui sont propres, parce que les artères digitales communes se sont séparées en deux, ainsi que les nerfs digitaux palmaires propres, parce que les artères digitales palmaires communes se sont divisées en deux. On va suivre après sur une petite vidéo cette division qui est intéressante pour nous. Donc en fait ici, c'est propice à la réalisation du bloc, puisqu'on va pouvoir aborder assez facilement les nerfs, donc une injection de chaque côté pour l'anesthésie d'un doigt, et on va pouvoir poursuivre l'injection en profondeur pour cibler les rameaux dorsaux et donc avoir un bloc complet du doigt. Donc le même type d'image, mais celle-ci avec une vision plus resserrée, puisqu'on utilise une canne de golf avec une fréquence de 18 MHz. Mais bon, c'est les mêmes repères. On a toujours la diaphyse des os métacarpiens, on a toujours le fascia interosseux palmaire, on a toujours les fléchisseurs, on a toujours le muscle lombrical, l'artère et les nerfs digitaux communs palmaires. Quand on chemine de manière plus distale, donc toujours la phalange proximale, le tendon fléchisseur et sa gaine, et de chaque côté les artères digitales palmaires propres, donc cette fois-ci les communes sont divisées, et les nerfs digitaux palmaires propres, donc les nerfs digitaux palmaires communs se sont divisés. Une petite vidéo pour essayer de bien repérer cette division. Donc ça va, on va la repasser. Donc le nerf, donc je vais essayer de suivre le nerf commun, donc qui est ici. Là on a une branche qui se divise ici et qui va aller d'un côté sur un doigt ici. Et je vais repasser le petit film. Voilà. Voilà. Ici donc on va suivre l'autre contingent. Donc on est au niveau du nerf commun palmaire. Il est un petit peu plus difficile à voir, mais on va le suivre quand même. Hop, et là, il s'éloigne progressivement pour aller sur l'autre doigt. Donc voilà, donc la division. Donc le nerf, on peut facilement le suivre et le bloquer où on veut. Qu'en dit la littérature donc, de ces blocs digitaux? Donc il y a plusieurs questions qui se posent. Donc déjà, on a deux techniques différentes. Le bloc transécal et le bloc, on va l'appeler le bloc digital traditionnel, parce que c'est celui qui a été décrit avant. Alors, quelle technique utiliser? Pour ce qui est du bloc transécal, le gros intérêt, c'est qu'on fait une seule injection.
Il est efficace sur la phalange distale et sur la face antérieure. Par contre, il y a un défect, comme on l'a dit, sur la face dorsale. Du coup, par exemple, si on a une chirurgie qui intéresse ce secteur ou si on met un garrot de doigt, ça peut être ennuyeux, ça peut être insuffisant. L'autre souci, c'est que l'injection dans la gaine est assez douloureuse, qu'il y a un risque potentiel de lésion des tendons, même s'il n'y a pas grand-chose dans la littérature à ce sujet. Il convient d'injecter entre 3 à 5 ml en fonction de la zone, 3 ml pour les doigts 2, 3, 4, et plutôt 4-5 pour les gaines du doigt 1 et 5, puisque les gaines sont beaucoup plus grandes. L'autre bloc, le bloc traditionnel, donc sur les études, c'est surtout des blocs sans éco-guidage. Mais bon, on va extrapoler un petit peu le résultat. Donc on a 2 injections. Donc ça, c'est le point négatif. L'avantage, c'est que c'est efficace sur tout le doigt. C'est qu'il y a plutôt une bonne tolérance au niveau de l'injection, d'autant plus que ces études, en général, sont faites par voie dorsale. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus sensible par voie ventrale, par voie palmaire, pardon. Et il faut éviter d'injecter des volumes trop importants parce qu'il y a des cas décrits de syndrome des loges si on injecte plus de 10 ml par doigt. Alors 10 ml c'est vraiment très important, hein. En général 2-3 ml par côté ça suffit amplement. Donc nous on préfère pour avoir une anesthésie plus complète le bloc digital traditionnel fait sous échographie évidemment. La place de l'adrénaline. Donc, faut-il utiliser la lidocaïne adrénalinée? On va revoir juste rapidement 2 études. Il y a une étude prospective de 1111 patients, une étude américaine, donc avec plus de 600 patients qui ont eu des blocs avec de la lido-adré, qui est diluée à des doses classiques qu'on utilise ici en ce moment. Ils ne mettaient jamais plus de 10 millilitres de lidocaïne. C'était soit des blocs transtéco, soit des blocs digitaux. Et en fait, sur l'ensemble de cette série, il n'y avait aucune complication ischémique. Après, les patients à risque artériel avaient été exclus. Une autre étude, c'est une revue de la littérature publiée en 2015, toujours avec la lido-adré à des concentrations classiques, presque 3000 blocs digitaux, soit par voie transsécale, soit par bloc digital classique, et il n'y a aucune lésion ischémique, alors qu'il y avait quand même 2 études avec plus de 100 patients qui incluaient des patients à risque d'artériopathie. Donc le gros intérêt de l'utilisation de l'adrénaline avec la lidocaïne, c'est surtout d'éviter le garrot, donc de faire un garrot chimique. Parce que effectivement, si on fait des blocs digitaux et qu'on met un garrot soit au niveau de l'avant-bras, soit au niveau du bras, ça risque d'être ça la principale source de douleur pendant l'intervention. Voilà. Donc permet d'éviter le garrot pneumatique. Donc au total, on va dire que l'utilisation d'adrénaline est peu risquée dans ce contexte, même s'il faut probablement exclure, parce qu'il y a peu de data là-dessus, les patients artériopathes ou qui ont un syndrome de Raynaud. Enfin, le confort du patient. Une petite étude publiée en 2017. Il y a 25 patients qui ont des blocs, classiques, mais par voie dorsale. Ils ont quand même une EVA à 4,28. Alors, il existe des moyens pour diminuer cette douleur et cet inconfort. Donc déjà, utiliser des aiguilles fines, des aiguilles de 24 ou 25 gauges, de tamponner l'acidité des anesthésiques locaux par du bicarbonate. On peut discuter avec le patient, utiliser des techniques de distraction qui sont assez efficaces. Il est intéressant d'utiliser un abord hors du champ puisque la distance à parcourir est très faible, donc ça permet de limiter les douleurs. Et il y a certaines équipes, bon, je pense que c'est assez anecdotique, mais qui glacent la zone de la ponction avant de faire des ponctions, qui permet de diminuer la douleur également. Donc, se pose la question de la sédation. Donc, je pense qu'il ne faut pas être tranché, il faut pas avoir un avis tranché sur le sujet. C'est en fonction de chaque patient. Il y a des patients qui auront besoin d'une sédation supplémentaire et d'autres où ça se passera très bien comme ça. En conclusion, donc, nous on privilégie la technique du bloc digital éco-guidé qui fonctionne très bien.
On a juste à injecter 2 à 3 ml de chaque côté, donc 2 ponctions. On utilise la lidocaïne adrénalinée aux concentrations habituelles, donc entre 1 sur 100 000 à 1 sur 200 000, qui est peu risqué. Il y a peu de risques d'ischémie et de nécrose digitale. Par contre, on évite si c'est des patients qui ont des syndromes de Raynaud ou qui ont des risques d'artériopathie des membres supérieurs. Les mesures pour limiter la douleur d'injection, on vient de les voir, et la sédation est à discuter au cas par cas. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Thomas, vraiment très complet sur le blog digital. Un grand merci d'avoir fait un petit peu le ménage là-dedans, d'avoir bien défini l'anatomie de cette région, parce que vraiment je pense qu'on en avait besoin. Comment ça se passe? Là on a vu ton échographie pour les doigts. Est-ce que c'est pareil pour le pouce? Parce que le pouce, il est toujours un peu à part, 2 phalanges, une gaine particulière, etc. Comment on fait pour le pouce? Alors, on va dire les repères les plus proximaux sont plus compliqués, je trouve, pour le pouce. Mais par contre, si on veut faire une injection à la base, c'est exactement pareil. On a la phalange proximale avec les paquets vasculo-nerveux qui passent de chaque côté. Donc c'est la même technique. La particularité pour le pouce, alors ça dépend des sources, mais a priori, c'est que les rameaux dorsaux en fait, vont jusqu'à l'extrémité. Donc même si on a une chirurgie de la phalange distale, il faut quand même faire un bloc dorsal pour être sûr de ne pas louper les branches qui vont du coup jusqu'à l'extrémité à la face dorsale. C'est la petite particularité, effectivement. Pouce, il n'y a pas de troisième phalange. Il n'y a que 2 phalanges. Voilà, il y a que 2 phalanges. Il y a que 2 phalanges, on peut savoir. Pour ce qui est des anesthésiques locaux qu'on va utiliser, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en termes de volume pour un bloc digital, et puis en termes de produits, qu'est-ce qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'on peut obtenir, qu'est-ce qu'on peut espérer obtenir avec ça? J'ai axé mon topo là plus sur les blocs anesthésiques. Donc le but c'est de mettre de l'adré pour éviter le garrot. Ouais. En mettant de l'adré, voilà, on vasoconstricte un petit peu. Dans ce cas-là, on met de la lido et de l'adré. Ouais. Par contre, si c'est un bloc à visée analgésique, c'est-à-dire qu'il y a une autre technique, soit un bloc axillaire, soit une AG, enfin n'importe quoi, on va faire un bloc analgésique de longue durée d'action. Dans ce cas-là, on va utiliser la ropivacaïne qui a une durée beaucoup plus longue. Donc, alors, c'est très variable en fonction des études, mais si on fait de la lido seule, ça dure 1 à 2 heures. Si on fait la lido adrénalinée, ça dure de 4, 5, 6 heures. Ici par contre on fait la ropi, ça peut durer beaucoup plus, ça peut durer dans les 20 heures, quasiment 24 heures, d'autant plus si on met un adjuvant comme la dexaméthasone, et il y a des blocs de plus de 30 heures qui sont décrits avec de la ropi, donc des blocs digitaux avec de la ropi plus de la dexaméthasone. Donc Xylo 1 heure. Voilà, c'est très court. Xylo, c'est très court. Xylo-adré, on double la durée presque. On a quelques heures, oui, ça peut 3-4 heures. Ça peut faire 3, 4, 5, 6 heures, je crois. Ropi. Et ropi, par contre, là, on est 8, sur l'analgésie. 9 heures sans rien. Et avec. Même plus. Ah, d'accord. Même plus que ça. D'après ce que j'ai vu là dernièrement, il y a vraiment pas longtemps. Dans les études, c'est plutôt 15-20 heures. D'accord. Ok, entendu. Est-ce que toi, là maintenant, à la vue de tout ce que tu as, du tri de la littérature, etc., tu vas continuer à faire des blocs sous échographie, ou alors tu vas revenir à la bonne vieille technique où on ponctionne là derrière, un peu comme les urgentistes? Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un intérêt réel à faire l'échographie? Je pense qu'il y a un intérêt à faire l'échographie parce que c'est plus satisfaisant de voir les nerfs notamment. On va aller traverser. Alors, pour aller sur la face dorsale, on voit pas grand chose, donc là ça sert pas à grand chose. Mais par contre, pour la face palmaire, on voit très bien les nerfs, on voit très bien les artères, et effectivement l'échographe ça permet d'éviter une ponction à travers l'artère ou à travers le nerf qui pourrait être ennuyeux, même si effectivement dans la littérature il y a quand même peu de complications, même des complications neurologiques. Ouais. Donc ça c'est bien de souligner, effectivement sous échographie, on va voir les nerfs palmaires propres. Pas sur la face palmaire, aucun problème. Par contre, sur la face dorsale, on voit rien. Non. On va pas dire qu'on voit quelque chose. Pourtant, on a cherché. On a des bons échographes. on n'a pas réussi à trouver. Bon. Eh ben, écoute, je te remercie pour ce point complet sur le blog digital.